Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir. Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Depuis la demande faite par Paul Biya au gouvernement mercredi dernier, lors du conseil ministériel de préparer 3 triples scrutins législatifs, municipales et régionales, et bien avant la location d'une enveloppe de 38 milliards de francs CFA pour la mise en place des collectivités territoriales décentralisées, la classe politique camerounaise scrute le palais de l'unité pour savoir quelle décision prendra le président de la République. Mais pour bon nombre d'observateurs, le scénario de 2013 avec les premières élections sénatoriales pourrait ainsi se répéter. Certaines formations politiques de l'opposition redoutent que les régionales se tiennent avant le double scrutin législatif et municipal, prévu en 2018 et décalé cette année du fait du chevauchement avec l'élection présidentielle. La tenue d'élections régionales avec un collège électoral constitué d'une part de conseillers municipaux bénéficiant d'une prorogation d'un mandat d'un an par décret présidentiel et d'autre part des représentants du commandement traditionnel payés par l'État ne reflètera pas, de l'avis de certains, la volonté populaire. Régionale 2019, avant ou après les municipales, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Régional 2019, avant ou après les municipales. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Sylvain Tchokoka. Bonsoir. Merci, bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Nous avons accepté de participer à cette émission ce soir parce que cela nous interpelle, surtout que nous, qui aujourd'hui au niveau de la société civile avons appelé de tous les vœux à la mise en place d'un conseil régional pour que finalement on soit dans la logique d'une effectivité de la décentralisation. Ok, merci. Vous êtes président de l'association du regroupement À nous le Cameroun. Effectivement, c'est en ma qualité de président d'À nous le Cameroun que je prends part à ce débat ce soir et avec l'ensemble des panélistes, nous allons essayer d'apporter des éléments contraires soit à la société civile ou alors opposés à ceux qui sont engagés politiquement. Voilà, un qui est engagé politiquement depuis le début des années 90, lui c'est Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Voilà, vous êtes le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, c'est bien cela? C'est bien cela, et je pense que c'est un nom qui me va très bien. Oui. Je me rappelle qu'il y a 5 ans, on m'appelait Monsieur Décentralisation. Oui, voilà. Dites-moi, Cyril Sambaka, pourquoi l'opposition camerounaise a l'impression aujourd'hui qu'on veut faire ce passage en force là? C'est-à-dire que les régionales, avant, avec le collège qui est en place pour le moment, c'est-à-dire des gens qui ont été prorogés pour 1 an. Oui, je dois dire majoritairement RDPC. Non, même si ce n'était pas majoritairement RDPC, ça n'a pas de sens. Oui. Ça n'a pas de sens qu'une fois ça va, 2 fois c'est trop. Je pense que la logique des choses veut que les choses se mettent en place. On a des conseils municipaux, ensuite on a les conseils régionaux, et dans les conseils régionaux, on voit qu'il y a une chambre des chefs traditionnels. Oui. Donc tout cela a été pensé, n'est-ce pas, à la réunion tripartite, oui. Et dans l'esprit de la réunion tripartite, il était question que les sénateurs aussi soient dans le même rôle, c'est-à-dire que nous partons des communes pour les régions. Dans ces régions, nous trouvons des us et coutumes. Oui. Donc c'est pour cela que ça justifie la chambre des chefs traditionnels. Oui. Et vous voyez qu'au niveau de la chambre des chefs traditionnels, il n'est pas question qu'il soit voté par les populations ou bien par les conseillers municipaux. C'est un mécanisme interne, oui. N'est-ce pas, qui va les mettre au niveau de la région. Okay. Donc les sénateurs, eux, ils avaient donc pour rôle, au niveau du pouvoir central, d'interpeller le pouvoir central par rapport aux desiderata de ces régions.
Donc, par rapport aux usages et coutumes. Donc, il faut bien que les gens comprennent que nous sommes dans un pays, n'est-ce pas, qui a plusieurs ethnies, qui a plusieurs régions, avec des usages et coutumes qu'on ne doit pas perdre. Parce que c'est ça même l'essence, n'est-ce pas, de notre vivre, n'est-ce pas? Nous sortons de quelque part où il y a des usages et des coutumes. On doit pouvoir respecter ces valeurs traditionnelles. C'est la raison pour laquelle, d'une région à une autre, n'est-ce pas, on pourra implémenter qu'est-ce que la coutume du littoral dit, qu'est-ce que la coutume du nord-ouest dit, et tout ça constitue donc la richesse que nous voulons mettre en place pour avoir un Cameroun harmonieux, n'est-ce pas, où les gens se comprennent et où les gens vivent ensemble. Parce que c'est ça le but recherché. Le but recherché, c'est d'avoir une identité. Une identité parce que le Cameroun, qu'on dit Afrique en miniature, ne peut pas perdre toutes ces valeurs-là. Donc c'est ça dans l'esprit de la tripartite, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait mis en place, c'est ce qu'on avait demandé, et on espère que ça ne sera pas dévoyé, tout simplement. Ok. Et vous voyez, pour terminer, qu'avec ce mécanisme-là, on peut encourager nos chefs traditionnels à ne plus s'occuper des partis politiques et à dire que nous votons pour tel parti ou nous votons pour tel autre parti, parce que eux, ils ont au niveau des régions, n'est-ce pas, leur chambre où ils s'arrangent, les valeurs traditionnelles vont être développées, ceux qui vont faire la politique vont faire la politique, et les chefs seront les chefs de tout le monde. Ok, elle est sur ce plateau également avec nous, l'honorable Marlys Doualabel, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci et désolé pour ce petit retard. Voilà, vous êtes une habituée de ce plateau. On va y aller. Député RDPC, vous ressentez, c'est bien ça? C'est bien ça. Bah, Marlys Doualabel, depuis quelques jours, on a comme l'impression que l'opposition a l'impression que le RDPC, le pouvoir veut faire ce passage en force en plaçant les régionales avant les municipales. C'est-à-dire que c'est le collège électoral qui est connu, des conseillers municipaux qui ont eu leur mandat prorogé d'1 an, qui vont élire, pour ce qui est des représentants, les membres de la région. Alors, d'abord, je pense que ça ne sera pas un passage en force, si ça se faisait. Avant? Oui, si ça se faisait, c'est pas un passage avant en force. Un passage en force, c'est quand on viole la loi. Mais je pense que là, on ne viole pas la loi. Parce que l'opposition parle, ils disent que ces conseillers-là sont illégitimes à leurs yeux. Ils ne bénéficient plus de la légitimité populaire. C'est un point de vue. Parce que leur mandat est prorogé d'un an. C'est un point de vue. Oui. Ce n'est pas parce qu'un mandat est prorogé qu'il n'y a plus mandat. Il y a toujours mandat jusqu'à ce qu'on passe à une autre élection. Donc pour moi, les conseillers municipaux actuels portent bien le mandat du peuple, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, si le souhait de l'opposition est qu'on renouvelle d'abord ces élus, ce collège d'élus, avant qu'on ne passe à la régionale, c'est un point de vue, c'est une opinion, c'est quelque chose qu'ils peuvent défendre, mais ils ne peuvent pas dire que si le contraire se faisait, ce serait un passage en force dans la mesure où les conseillers municipaux actuels sont toujours légitimes et portent parfaitement le mandat du peuple. Okay. Voilà, Sylvain Tchokoga pour vous. L'honorable Doualabel pense que il n'y a pas de problème à ce niveau. Non. Que ce soit avant. Non, il y a fondamentalement un problème. Dans la mesure où nous savons bien sûr que là, ce sont des stratagèmes du RDPC coutumier du fait. Pour simplement dire que quand l'honorable Marlys Doualabel veut démontrer la légitimité des conseillers municipaux actuels, je pense que la prorogation de leur mandat a été faite par le président de la République. Et à ce titre-là, conformément à la loi. Conformément l'honorable peut justement montrer que ce n'est pas parce que le mandat est prorogé qu'on n'est plus conseiller. Effectivement, j'y arrive. Pour démontrer que pourquoi le mandat de ces conseillers municipaux s'avère illégitime. Tout simplement parce que si on reste dans la logique du passage en force en organisant une élection régionale en amont, on est effectivement sans doute
dans l'illégitimité des conseillers municipaux. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas ne pas redistribuer les cartes politiques parce que vous détenez le pouvoir central, vous prorogez le mandat des conseillers municipaux et vous voulez anticiper une élection. Cela dénote ici une règle de déséquilibre politique. Pour dire que, une fois de plus ici, c'est aller à une élection supposée gagner d'avance par le RDPC, simplement parce que le mandat que détiennent aujourd'hui les conseillers municipaux sont de la magnanimité légitime du chef de l'État. Par conséquent, on devrait, tout au moins pour redéfinir les cartes politiques, procéder d'abord à l'élection municipale et mettre chacun face à sa réalité politique. Je pense que l'élection locale, c'est de la réelle politique. Et si aujourd'hui, on veut encore imposer, parce que derrière ceci, c'est une façon d'imposer certains élus aux populations, parce que la bataille qu'il y a au sein du RDPC fait qu'aujourd'hui, il est question de contenter certains à l'élection régionale et qu'à l'élection municipale, on soit dit, on a déjà donné à X sa place. Maintenant, il est donc question que toi... Vous êtes militant du RDPC? Comment vous savez que ça se passe comme ça? Non, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Si aujourd'hui, on est effectivement en train de questionner l'élection régionale avant, c'est parce que nous savons bien sûr que l'ordre gouvernant du Cameroun a toujours procédé par des mesures d'embuscade pour effectivement conserver tout ce qui est en sa faveur. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi vous avez vu le président Sambaka tout à l'heure dire qu'il y a 5 ans, on l'appelait Monsieur Décentralisation. Alors, il est aujourd'hui de bon ton, il est normal que pour aller mettre un conseil régional crédible, légitime, que nous procédons tout d'abord, dans un premier temps, à l'élection des conseillers municipaux dans toutes les communes du Cameroun, pour que chacun y va en se disant le jeu politique est défini et est orienté pour permettre à chacun de nous de compétir en toute égalité. Oui, Siri Sambaka, sur les 10 600 conseillers municipaux actuellement, le RDPC se taille la part du lion, on va le dire comme ça, avec 8 685 élus, le SDF 826, l'UDC, votre parti 163, le MRC 19 seulement. En l'état actuel, c'est une victoire sans appel du RDPC, là. Non, ce que je dois dire, c'est que le RDPC a toujours travaillé sur la légalité et le peuple attend la légitimité. Oui. Vous voyez qu'il y a eu un passage en force au niveau des sénatoriales, oui, déjà. Au niveau des sénatoriales, nous avons eu ce problème et on ne peut pas dire aujourd'hui que si on veut la pacification du Cameroun, si on veut que les Camerounais puissent choisir leurs élus, il faut d'abord passer par le conseil régional. Le conseil régional, à ce moment-là, on estimera que le parti au pouvoir est en train de passer par les nominations. Donc voilà, moi je pense que si le chef de l'État a déclaré lui-même qu'on doit mettre en place un certain nombre de choses, notamment les régions, on devrait discuter sur le contenu. Comment se fait-il qu'on soit encore à se poser des questions? Qu'est-ce qui va venir avant? Qu'est-ce qui va venir après? Moi, je pense que dans un pays sérieux, ce genre de problème ne se pose pas. Ça veut dire qu'encore, il risque d'avoir des filouteries. Or, moi, je pense que le Cameroun n'est pas à l'heure où on doit continuer ce genre de choses. Donc vous avez un problème avec le calendrier. Il doit être connu de tout le monde. Il doit être non seulement connu de tout le monde, mais il doit être consensuel. Oui. Parce qu'il faut qu'on commence à s'habituer au consensus. C'est ce qu'on avait adopté à la réunion tripartite qui a fait qui a fait de nous aujourd'hui les régions et autres. Donc ça s'est tiré de la réunion tripartite. Maintenant, à l'intérieur, je pense que les discussions n'étaient pas terminées. Au niveau de la tripartite, les discussions n'étaient pas terminées. Il fallait encore peaufiner un certain nombre de choses de manière consensuelle. Or, aujourd'hui, nous vivons un dictat. C'est-à-dire que on nous dit, on va faire les régions,
on définit ce qu'on va faire des régions, on nous dit on va faire les communes, et on leur donne ce qu'on a envie de leur donner. Non, il s'agit de trouver un consensus, parce que si on a choisi ce mode-là, c'est pour que le Cameroun se développe rapidement. Et c'est pour que tous les Camerounais soient en action, soient en activité, pour que ce pays puisse enfin décoller et que tout le monde sente que nous participons. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans tous les documents de l'UDC, on dit le Cameroun par tous, le Cameroun pour tous. Si nous n'arrivons pas à formuler cela sur le terrain, on aura toujours des difficultés parce qu'on sera obligé de revenir en arrière, parce que c'est un seul son de cloche, c'est une seule partie qui a décidé cela, qui décide pour tout le monde, alors que la meilleure manière de faire la démocratie, c'est d'avoir des règles consensuelles. Ok. Honorable Malice Doualabel, Cyril Sambaka évoque ce flou-là artistique autour du calendrier électoral. On en est aujourd'hui à demander qu'est-ce qui va venir avant. Est-ce que toujours... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours ce flou-là? C'est ça la politique? Nous avons... Pour mettre l'adversaire dans l'embarras? Non, pas du tout. Nous avons à corps et à cri attendu ou exigé ou appelé la mise en place des régions. La mise en place des régions. Donc, de mon point de vue, quand le président de la République en parle d'une façon solennelle et publique, je pensais qu'il y aurait d'abord un « Ah, enfin !» Mais tout de suite, il y a un procès qui se met en place. Tout à l'heure, j'ai écouté mon jeune ami. Il ne m'a toujours pas convaincu que les conseillers municipaux actuels sont illégitimes. J'ai suivi son développement d'un bout à l'autre, mais il n'a pas réussi à me dire que ces conseillers sont illégitimes. Autant je pourrais le suivre si il va dans le sens qu'il a abordé, de que nous sortons d'une élection présidentielle où on a eu un certain nombre de résultats et qui nous laisse croire que la carte politique aurait un peu bougé et que ça serait peut-être bien qu'au niveau local, qu'on redistribue les cartes, ok. Mais cela ne veut pas dire que les conseillers municipaux actuels sont illégitimes. Je vous lis ce que votre collègue Jean-Michel Ninche dit à propos. Organiser les régionales avant les municipales participe d'un braquage électoral. Des conseillers municipaux sortants ne sauraient élire des conseillers régionaux entrants. Jean-Michel Ninche. Oui, là aussi, c'est un point de vue. Oui, il parle de braquage électoral carrément. Oui, mais vous savez que lui, c'est un brigand de la rue, donc il a son vocabulaire qui est très spécialisé en matière d'armes politiques. Non. Parce qu'un braquage, c'est quoi, à votre avis? Moi, je ne parlerai pas d'un braquage parlant de Nietzsche. Et j'aimerais bien que quand il parle de ses collègues du personnel politique, qu'il parle de manière un peu plus... qui entre plus dans la civilité. C'est quoi un braquage? Un braquage, ça veut dire qu'on a droit, on a en face des bandits politiques qui opèrent et qui viennent arracher ce qui ne leur appartient pas. Je pense pas. Je dis que jusqu'à l'heure où nous sommes, les conseillers municipaux ne sont pas illégitimes. Quel est l'acte qu'ils posent ou qu'ils ne posent plus? Quel est l'acte qu'ils posent qui n'est pas légitime? Ou alors quels sont les actes qu'ils ne posent plus du fait qu'ils sont sortants? Non. Je vais continuer. Pas sur cet angle-là. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Maintenant, concernant le calendrier. Le calendrier appartient aux dirigeants. Que nos partenaires politiques sollicitent des consensus, ça, je trouve ça normal. Mais ils ne peuvent pas refuser que la direction du pays a été confiée à quelqu'un qui dirige le pays et que le calendrier, c'est lui qui le fixe. Maintenant, il peut inviter les autres partis politiques à en discuter. On aura avancé dans, j'allais dire, le vécu de notre démocratie, mais on ne peut pas dire que c'est un braquage. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que c'est un braquage. Et ça a été déclaré quand? Pour qu'aujourd'hui, il y ait ce lever de bouclier qui ne se justifie pas. Il a simplement dit qu'il y aura des élections
Il demande de se préparer au triple scrutin. Au triple scrutin. Il a demandé aux membres du gouvernement de se préparer, au gouvernement et John Goutet de préparer. C'était à l'occasion du premier conseil ministériel. Alors, est-ce qu'il y a mis un échéancier? Est-ce qu'il a présenté un échéancier? À mon avis, ça reste au niveau des soupçons. Mais moi, je vais donc plus loin pour dire que, à supposer que il y ait donc le choix de faire passer les régionales avant les municipales, je ne vois pas où il y a un acte anti-légal. Oui. Je n'en vois pas. Alors, elle a parlé de la légalité. Je suis d'accord avec elle, c'est de la légalité. Mais la légitimité, c'est un autre problème. Parce qu'en réalité, ces conseillers avaient la légitimité du peuple avant que le mandat ne s'achève. Maintenant, ils sont rentrés dans une certaine légalité parce que le président de la République a prorogé leur mandat. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable que, pour ne pas avoir de discussions, pour ne pas avoir de suspicions, que les choses se fassent dans les règles de l'art. Les règles de l'art veut dire tout simplement les populations votent les conseillers municipaux et les conseillers municipaux votent avec les chefs traditionnels qu'ils installent donc les régions. Je pense que ça, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de hiérarchique et ma foi, ça ne devrait pas poser de problème. Ok, Jonathan Batingene, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, sur ce débat municipal avant régional ou régional avant les municipales. Le débat ne devrait pas se poser à un certain niveau. Oui. J'ai suivi les différentes interventions, également celle de l'honorable Marie-Histoire Labelle. Effectivement, c'est vrai que dans le cadre de la défense de la ligne de son parti, elle peut revendiquer un certain nombre. Non, l'opposition pense que les conseillers municipaux sont désormais illégitimes. Je vais aller au fait. Oui. La légalité, Serge Alain, ne suffit pas en démocratie. Oui. La légalité, c'est ce que la réglementation prévoit. Seulement en démocratie, puisque la démocratie par essence, c'est la quête de la légitimité, parce que c'est le peuple qui confère le pouvoir. On doit toujours rechercher une certaine dose de légitimité pour adober la légalité. Alors, revenu un peu à notre contexte, les régionales dans le calendrier qui devraient en principe être respectées, ça devrait être les régionales après les municipales. Oui. Pourquoi? Parce que les conseillers municipaux actuels sont en fin de mandat. Depuis l'année dernière, leur mandat a été prorogé de manière spéciale. Ça veut dire que du point de vue de la légitimité, ils n'ont plus les éléments qui leur confèrent parce qu'ils n'ont pas encore subi l'évaluation démocratique qui est le vote populaire. Et comme ce vote n'a pas encore eu lieu, ces mêmes conseillers municipaux ne peuvent pas être sollicités pour constituer le premier conseil régional. Mais ça a été fait en 2013 pour le premier sénateur. Effectivement, mais on a vu ce que ça a posé. Ça a posé un gros problème déjà au niveau du Sénat. Le Sénat a fonctionné pendant cette période-là comme simplement une chambre, et jusqu'à présent, ça a fonctionné comme une chambre un peu mystique, on ne comprend pas ce qu'ils font, et puis on se demande de qui est-ce qu'ils tirent leur légitimité. Aujourd'hui, nous voulons des conseils régionaux. Nous savons que la crise anglophone a appété sur le débat de la légitimité de ceux qui dirigent les villes, donc les régions également. Alors, pour que les populations se sentent intégrées, nous, à notre niveau, la revendication, c'est que les municipales soient d'abord organisées. Dans la mesure où le pouvoir voudrait fonctionner dans le cadre de la légalité simple, il y aurait donc un problème de légitimité à ce moment-là. Et à ce moment, je comprendrais très bien que ceux qui anticipent sur le problème auraient donc des griefs qui seraient fondés. Cependant, pour qu'on ne rentre pas là, je pense que pour l'instant, on peut encore tout corriger. On devrait d'abord passer par les municipales et après les régionales. Du moins pour nous, c'est ce qu'on pense à Univers. Et puis, on attend bien que les gouvernants apportent de leur part, parce que nous avons longtemps vécu avec un régime qui était un peu sourd des revendications du peuple camerounais. Il faut davantage, parce que le président a quand même fait un certain nombre de gestes, il faudrait qu'il aille davantage dans ce sens, en donnant cette fois-ci priorité d'abord au municipal et ensuite on passera au régional.
Voilà, Sylvain Tchokoga, est-ce que, même si on passe au municipal d'abord, le débat sera clos, parce que l'article 243 du Code électoral dit que les conseillers régionaux sont les délégués des départements élus au suffrage universel indirect et les représentants du commandement traditionnel élus par leur père. Et on fait également un procès que la plupart des chefs traditionnels aujourd'hui, parce que depuis un certain temps, ils passent à la caisse. Chef traditionnel premier degré, c'est 200 000, second degré, 100 000, troisième degré, 50 000. Là-bas, on dit également que, bon, voilà, le président est sûr d'avoir des gens qui pourront élire les gens du RDPC. Oui, c'est Jalin, sauf que... Est-ce que le débat sera clos si ça passe, si les municipales passent avant les régionales? Le débat, ici, dans le fond, c'est un peu à prendre avec ce que dit l'honorable, parce que elle évoque des choses essentiellement qui nous renvoient à une république du diktat, parce qu'elle l'a souligné dans son propos tout à l'heure que nous devons nous soumettre aux règles de celui qui dirige la nation. Alors, la première question à se poser avant d'y arriver, c'est que est-ce que on est chef de l'État pour la nation, tel qu'on l'écoute, tel qu'on l'entend, c'est-à-dire un peuple? Est-ce qu'on est chef de l'État pour un parti politique? À ces deux questions-là, j'ai envie de revenir maintenant, vous dire que vous évoquez la situation des chefs traditionnels. Il y a aujourd'hui un contentieux énorme au niveau des chefs traditionnels. Qui est chef traditionnel au Cameroun et qui ne l'est pas? Tout le monde dans notre République est Sa Majesté. Alors, il faut procéder tout d'abord à un mécanisme. Il faut élaborer un statut de l'autorité traditionnelle au Cameroun. Parce que vous allez vous rendre bien sûr compte que si aujourd'hui, ces gens-là, ont convoqué le corps électoral pour l'élection régionale demain, on allait vous dresser une liste de chefs traditionnels. Le collège électoral. Oui, après le collège électoral, on allait vous dresser une liste de chefs traditionnels qui devraient davantage contribuer à diviser les Camerounais, parce que on fera des Camerounais de façon spéciale chefs traditionnels. Alors, tant qu'on ne va pas commencer par l'organisation d'un statut de l'autorité traditionnelle, l'organisation de l'élection municipale, pour aboutir à la mise en place d'un conseil régional légal, légitime et qui plus à l'assentiment populaire. Parce que ici, vous êtes sans ignorer que dans le contexte camerounais actuel, on est en train de tout faire, sans nous le dire, à nous ramener à une république où on veut nationaliser un parti politique, où on veut démontrer que le Cameroun ne peut et ne se fera simplement que si on écoute uniquement le RDPC. Alors, à cela, nous sommes certains que nous allons patiner davantage. Parce que le conseil régional est en principe dans le mécanisme du prolongement des transferts de compétences, le niveau 3. Pour que, pendant que les collectivités territoriales décentralisées ont reçu des populations la légitimité, eux, ils préparent un cahier de charges pour monter avec. Or, ici, on veut imposer un conseil régional dont on ne sait où viendra le président de telle région et pourquoi il sera le président de telle région et quel est son vécu politique, mais simplement parce que il est l'un des baroudeurs du parti de l'ordre gouvernant. On l'impose et on fait de lui président de telle région et de telle autre région. Mais nous pensons que cela ne favorise pas davantage l'évolution démocratique de notre pays. Alors, à cela,
quand vous citez le chef de l'État dans son dernier conseil ministériel, dont il a donné instruction. Je pense que... De préparer le triple scrutin. De préparer le triple scrutin. Maintenant... L'honorable Dolabel dit qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce qui vient avant? Il ne devrait même pas. Mais pourquoi vous êtes fébrile comme ça? Cela dénote encore de la gouvernance par embuscade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agenda clair. Il n'y a pas une sorte de planification politique dans notre environnement. Et c'est ce que tout acteur politique devrait décrire aujourd'hui, parce que le jeu politique doit être établi sur un calendrier où le chronogramme permet à chaque acteur de prendre son destin en main. Mais c'est le contraire dans notre pays. Notre contraire voudrait que c'est le parti politique qui fait votre destin. Par conséquent, les instructions du chef de l'État ne sont que des éléments qui permettent aux acteurs qui organisent ces élections-là de placer davantage leurs poulains. C'est pourquoi ils sont rentrés là dans une bataille de long couteau. Ok. Honorable Malice Dolabel, sur les 10 600 conseillers municipaux actuels, votre parti en a 8 685. C'est ça qui fait que vous tenez à tout prix à ce que ça passe avant? Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler d'un échéancier. Oui. Donc, je pense que c'est une fébrilité. Ou alors c'est des appréhensions que manifestent parce que même dans le MRC, on dit Paul Biya s'apprête à opérer un autre braquage. Par exemple, les conseillers municipaux sont frappés d'illégitimité. Ça ne passera pas cette fois avec le cadre de résistance mis en place par le MRC. Ça, c'est quoi un cadre de résistance? Ils contrôlent leur vote. Donc, parlons sérieusement. On a 10 600... Oui, 10 600 conseillers municipaux. Et à peu près 800 qui... Moi, je pense que 8 685 pour le RDPC. Le MRC qui a gagné les élections, n'est-ce pas? Avec un président élu qui a tiré un penalty, ne devrait pas être fébrile. Parce que concrètement, ça voudra dire que dans ces conseils municipaux, ils ont plusieurs conseillers municipaux qui, à l'heure actuelle, leur seraient acquis. Voilà donc pourquoi ils veulent, les partis de l'opposition veulent que ça se passe, qu'il y ait d'abord les municipaux. Non, je veux dire que la fébrilité ne s'explique donc pas. Puisqu'ils savent que, eux, quand on les entend parler, ils sont désormais les maîtres du jeu politique. Ils ont eu la majorité. Quand on veut le traduire dans une certaine réalité, ça veut dire que dans ces conseils municipaux qui sont entre guillemets RDPC, ils ont des personnes qui leur sont déjà acquises. Donc ils n'ont pas à trembler. D'autre part, je voudrais dire qu'à supposer qu'on fasse les régionales avant les municipales, il y aura quand même les municipales. Et ce qui pourrait arriver, c'est qu'au lendemain des régionales, il y ait une confrontation entre le chef de la région et les conseils municipaux nouvellement élus. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les choses vont bouger dans une certaine direction ou rester en équilibre, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment matière à mettre en place une brigade de la résistance, etc., etc. Je pense que c'est pas efficace. Je pense que ça ne nous amène nulle part. Ça va créer une situation de tension de plus. D'autre part, je me suis dit, c'est pas, on me l'a pas soufflé, hein, mais dans ma vieille tête, je me suis dit qu'au fond, comme il est plus difficile d'organiser des municipales dans l'ensemble du territoire, parce que les municipales, ça veut dire chaque arrondissement. Oui, le suffrage est universel. Universel, direct, et il faut aller partout. Oui. Et dans ces régions qui sont en difficulté, ça va être extrêmement difficile. On l'a vécu avec les présidentielles. Oui. Ça va être triplement difficile. Donc peut-être qu'en passant directement par les régions, on aura donc comme ça résolu déjà un des problèmes qui est celui des instruments de la décentralisation. Et maintenant, ça peut apporter une certaine paix
une certaine paix dans ces régions, où maintenant les choses vont se jouer localement. C'est aussi une autre façon de voir. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait embuscade, je ne pense pas que le président de la République a un intérêt particulier à compliquer un jeu qui est déjà compliqué. Donc je prêche pour l'apaisement. Et je voudrais aussi dire à mes jeunes amis, d'abord j'ai beaucoup aimé votre intervention, votre prise Jonathan de parole. Batengene. Oui, Jonathan, parce que j'ai eu affaire en face de moi à un jeune respectueux. Et vraiment, ça m'a touché. Et pourtant, il a dit ce qu'il voulait dire. Mais il l'a dit d'une façon, je ne sais pas, peut-être parce que je suis d'une autre ère, mais j'apprécie énormément qu'on me parle, ou alors qu'on parle à une assistance de manière respectueuse. Mais je voulais vous dire, mes chers amis, mes chers jeunes amis, nous les savants, parce que quand nous sommes sur ces plateaux, les gens nous regardent de leur domicile et nous jouons aux savants. Nous sommes des experts de ceci, les politologues de cela, les guerriers de je ne sais pas quoi, et nous donnons des leçons, nous donnons des... Mais ce n'est pas nous qui faisons le monde. Ce sont les dirigeants politiques qui font le monde. Maintenant, et pourquoi est-ce que c'est eux qui font le monde? Parce que Dieu, qui sait parfaitement que nous ne pouvons pas rendre les hommes heureux, ce n'est pas nous qui pouvons rendre les hommes heureux. Par contre, si nous avons choisi d'être leaders et de tirer le reste du peuple, nous devons pouvoir améliorer les conditions de bien-être. Voilà tout notre job. Mais n'espérons pas que nous allons donner le bonheur aux gens. Donc, dans cette quête de l'amélioration des conditions de vie, il y a cet instrument, cette forme de l'État décentralisée qui va être extrêmement aidante et pour laquelle nous devons tous travailler pour qu'elle arrive au plus tôt. Même si on fait des bêtises, on a parlé des chefs traditionnels. Vous pensez qu'on va résoudre, on va attendre de résoudre tous les problèmes des chefs traditionnels de ce pays avant d'aller dans une élection des régions? Non, on n'a pas le temps. Après, ces choses-là vont se faire au fil de l'eau et progressivement, mais c'est difficile d'arrêter le Cameroun juste pour régler les problèmes il ne s'agissait pas, il ne s'agit pas nullement de cela. Et puis, c'est cela qui participe parce que nous précisons, laissez-moi faire cette précision, parce que tant que nous n'allons pas évoluer dans un système de politique programmatique, nous serons en train de faire du rafistolage politique. Si aujourd'hui on ne règle pas le statut de l'autorité traditionnelle et qu'on pense que parce que le Cameroun ne va pas s'arrêter, parce que même en organisant les élections régionales en ce moment, rien ne nous garantit sur l'avenir serein du Cameroun avec le contexte actuel. Donc il est de bon ton que nous sortions de souvent faire la promotion de la maladie au lieu de faire comment je vais dire, d'accord, là je vous l'accorde, ça je vous l'accorde. Sylvain Tchokoga, l'article 248 code électoral dit, dans son alinéa 2, dit les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé de chefs traditionnels, premier, deuxième, troisième degré autochtones, dont la désignation a été homologuée conformément à la réglementation en vigueur. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire, que l'État a déjà fait un travail là-dessus. Et par exemple, aujourd'hui, chez les Sawa, n'est chef traditionnel que le fils d'un chef traditionnel. Alors qu'avant, il y a eu plein de gens qui sont arrivés, c'était compliqué. Est-ce que vous avez été désigné là? Oui, dont la désignation a été homologuée. La désignation, c'est le collège des notables, c'est les villages. À la réglementation en vigueur. Cyril Sambaka, l'honorable Dorabel disait que techniquement, c'est un peu difficile pour que ce soit pour les municipales et que bon, comme nous avons demandé la décentralisation, et c'est plus facile parce qu'il y a un collège électoral connu, on pourrait commencer par là. Par les régions. Non, on s'est largement expliqué sur la chose, mais l'honorable ne devrait pas avoir peur parce que je vais faire un petit rappel. Et je l'ai fait exprès. Je suis allé comme candidat au sénatorial. Oui. Voyez-vous? Et quand je suis allé au sénatorial, c'est parce que j'estimais que à l'UDC, on avait travaillé
énormément sur la décentralisation. Et il fallait bien que les populations comprennent de quoi il s'agissait. Je suis donc allé à ces élections pour expliquer ce qu'on attendait d'un Sénat, des régions, etc. et des communes. Vous n'ignorez pas qu'il y a 5 ans, j'avais demandé un plan d'urgence communal participatif qui pouvait permettre à nos communes d'être boostées et se développer pour qu'au moment où les régions arrivent, que les régions trouvent des communes qui sont en marche. Parce que le problème qui va se poser, c'est que quand on va avoir la région, les gens vont dire, il y a d'autres problèmes qui vont se réveiller et dire que bon, ben dans la région du littoral, on ne favorise que les communes qui sont dans le Mungo. On ne favorise pas les communes qui sont dans le Vouri. Vous voyez? Alors que si l'ancrage au niveau des communes est fait et que le développement sort des communes pour asseoir les régions, alors là, ce serait formidable. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces élections? À titre de rappel, c'est pour vous dire que je suis allé à ces élections. Le RDPC, qui était majoritaire, a eu 40 voix de plus. 40 voix de plus que leurs conseillers municipaux. Moi qui ai apporté le meilleur programme, on ne m'a pas voté. Et il y a eu 9 bulletins nuls, et comptez donc les partis politiques qui sont dans le Vouri, qui sont de l'opposition, qui sont allés voter le RDPC et ont refusé de voter le programme de Sambaka. Voilà ce que nous vivons dans notre pays. Or, il faut donc faire attention. Comment faire attention? La meilleure façon de faire attention, c'est de comprendre et que les populations comprennent que avec la décentralisation, c'est elles qui sont le maître d'ouvrage. C'est elles qui vont décider de voter, c'est elles qui vont décider de sanctionner, c'est elles qui vont décider de contrôler. Donc, il faut attirer l'attention des populations. Il faut massivement s'inscrire parce que maintenant, c'est devenu la chose des populations. Au niveau des communes, les partis politiques concourent au suffrage. On va regarder les gens qui sont capables d'impulser quelque chose. Mais il y a un autre problème. L'autre problème, c'est que nous avons affaire à un gouvernement qui décide seul. Donc, en face, elle a l'opposition. Alors, comment l'opposition s'organise-t-elle? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que moi, je vois des élections municipales où nous irons main dans la main, les partis de l'opposition, en face d'un candidat RDPC. Le seul problème qui se pose actuellement, c'est comment faire pour mettre le MRC et le SDF sur la même table. Parce que l'univers est ouvert. Vous comprenez? Et on ne peut pas résoudre les problèmes des Camerounais si l'opposition ne s'unit pas pour un objectif noble, c'est-à-dire une transition. C'est quand on va marcher main dans la main que nous allons conquérir ces mairies, que les Camerounais vont faire confiance, ils vont s'impliquer à la chose politique. Il y a encore du temps pour s'inscrire. Les inscriptions ne viennent que de commencer. Donc nous ne pouvons pas continuer à voir ce qui s'est passé en 92, revenir cette année et faire comme si on n'était pas là. Nous sommes les témoins de l'histoire. Donc nous devons dire à ceux qui arrivent aujourd'hui que voilà les erreurs qu'on a commises hier, ne commettons plus ces erreurs aujourd'hui. Okay. Le parti au pouvoir peut encore brutaliser les choses comme au sénatorial. Nous pensons que si nous prenons toutes les communes et que nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, on pourra changer les choses. Justement. Donc, franchement, ce que moi j'ai à dire dans cette affaire, c'est que tout est entre les mains des populations. Si les populations pensent qu'ils doivent évoluer et participer à bâtir leur commune, alors à ce moment-là, tout le monde chez Elecam pour s'inscrire, et les partis politiques de comprendre que l'égoïsme ne peut pas résoudre le problème. Nous avons besoin d'être ensemble, ne serait-ce que pour amener cette transition qui n'a pas été faite depuis 1991. Donc c'est une opportunité pour que nous puissions le faire. Mais quand nous le disons du haut de notre expérience politique. Ok, Jonathan Batengene, c'est ça le discours, Univers, 11 millions. Effectivement, depuis le départ, nous avons dit qu'il faut mutualiser les forces. Et actuellement, sur le terrain, nous avons ouvert la mutualisation. Nous discutons avec, même les transfuges, je remercie, des personnes qui viennent d'autres partis. Nous avons ouvert le dialogue, même à Douala 3e, Douala 1er, Douala 2e. Nous avons déjà ouvert le dialogue avec d'autres partis. C'est vrai qu'il y a un certain égoïsme dans l'opposition camerounaise qui est regrettable de la part de certains qui nous disent « moi j'ai de l'expérience » ou bien qui nous disent « nous on a le vent en poupe ».
et on ne veut pas se mettre avec vous. Non, vous ne contestez pas mon expérience. Non, on ne remet. Non, c'est pas votre expérience. Okay. C'est quand je parle d'expérience, c'est d'autres personnes. Parce qu'à l'UDC, on a toujours trouvé du soutien de votre part. Et dans d'autres partis aussi. Maintenant, il y a un phénomène que Sylvain a relevé. C'est un problème qui relève de notre anthropologie. Elle est plus complexe que ça. Quand j'entends dire qu'il faut voir avec les chefs traditionnels, ce problème de chefs traditionnels, qu'on le sache bien. Je suis aussi dans un parti d'opposition. Mais la réalité est qu'il ne faut pas être démagogue. Aucun parti ne peut le régler actuellement. Pour l'instant, dans la situation actuelle, aucun parti. Parce que les problèmes sont très bien traités en anthropologie politique. Et quand vous lisez l'anthropologie politique, vous voyez que ces problèmes sont complexes. Parfois, c'est des problèmes de famille qui sont déjà centenaires. Ce n'est pas des problèmes d'une seule génération. Donc, vous ne pouvez pas arriver avec une baguette magique et dire aujourd'hui, le chef, c'est M. Serge Auto. Non. Vous arrivez, vous avez un temps que vous allez mettre. Il y aura des commissions rogatoires, il y aura un ensemble de commissions qu'on va mettre sur pied. Si l'exécutif veut effectivement tabler là-dessus, et ça va prendre du temps. Maintenant, s'il faut aller, il y a la question de la protection des minorités autochtones. Quand le Cameroun est signataire de la Charte des Nations Unies et d'un ensemble de textes internationaux, dont la Charte aussi de l'UA, effectivement, si nous sommes signataires de ce traité, nous devons respecter les conditions qui ont été engagées dans ces traités. Et parmi ces conditions, il y a la protection des peuples autochtones. Prenons une ville comme la ville de Douala. Les peuples Douala sont une minorité. Comment est-ce qu'ils vont participer? Est-ce qu'ils peuvent avoir un conseiller municipal? Parce que le vote tribal est très fort aussi à Douala. Est-ce que les Douala peuvent avoir un conseiller municipal? Leur manière d'exister et que l'État a prévu, nous pensons que c'est un mécanisme salutaire, il faudrait peut-être le mûrir, c'est la mise en place ou bien la participation des chefferies autochtones. Avec la présence de ces chefs autochtones, ils peuvent donner le mot de la communauté. Cette communauté-là qu'on ne veut plus trop active au niveau politique. On veut qu'à ce niveau-là, elle soit représentée et donc que ce soit les citoyens libérés qui deviennent les élus de la nation. Ça, c'est le débat derrière. Maintenant, aller les récuser, c'est remettre en question une certaine réflexion qui a déjà été menée. On ne refait pas la République. On prend une République. Non, il ne récuse pas la présence des chefs. Il dit qu'il y a... Non, j'ai suivi l'argument. L'argument, c'est que ces chefs seraient acquis au RDPC. Non, non, pas forcément. Le mécanisme, les chefs sont plus autonomes que ce que vous pensez, mon cher frère. Oui. Certains chefs, certes, se sont eux-mêmes donnés au RDPC en tant que militants. Mais il y a des chefs qui ont gardé une certaine intégrité. Et ces chefs-là... Sa Majesté Soukoudiou, par exemple. Effectivement. Il y a beaucoup de chefs comme ça. Des chefs qui ont gardé l'intégrité, qui sont capables d'apporter leur soutien à leur communauté dans les luttes républicaines. Il ne faut pas seulement croire que quand vous jetez aux orties tous les chefs en disant si les chefs ils sont acquis à la... Même ces chefs qui sont intègres sont en train de se dire mais qu'est-ce que ce jeune homme dit là-bas? Non. Nous disons, nous sommes prêts à travailler avec ces chefs qui sont intègres. Nous sommes prêts à travailler même avec les chefs qui ont décidé de travailler avec le RDPC parce qu'il s'agit du Cameroun. On ne travaille pas dans un autre Cameroun, c'est le même Cameroun. Ces chefs, quand il y a du chômage, qui est-ce qui est au chômage? C'est pas son fils? Est-ce que le chômage choisit le fils de qui il frappe? Le chômage frappe tout le monde. Donc, quand il y a pauvreté, quand il y a chômage, quand il y a les pénuries d'électricité, quand il y a les pénuries d'eau, c'est cette République que nous voulons construire. Nous pensons qu'au Cameroun, l'un des problèmes aussi majeurs, c'est une sorte de salubrité mentale. Oui. Parce que, enlevons le fait que le RDPC dirige. Vous prenez la mentalité de 80% des Camerounais ou 90%. Elle est sale, elle est très polluée. Alors cette mentalité-là, si elle ne change pas aussi, eh bien le changement que nous créons tous les jours, il ne viendra pas. Merci Jonathan. Je l'ai eu au sénatorial. Voilà, merci. On va parler après. Nadine Yambou, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin Auto et bonsoir aux invités d'Equinox Soir. Voilà, comme je dis très souvent, tous les vendredis, elle illumine ce plateau du 20h. Elle, c'est Nadine Yambou. Nadine Yambou, au menu ce soir. Ce soir, c'est Jalin Auto, nous parlerons de la cérémonie de triomphe de la 36e promotion de l'EMIA ce jour à Yaoundé. En présidant cette sortie, le chef de l'État, Paul Biya, s'est longuement apaisanti sur la crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il a d'ailleurs mis en garde, dit-il, les criminels qui persisteront à rester sur la voie de la violence. Nous parlerons également de cette vague d'indignation des Camerounais face aux difficultés à pouvoir se faire établir une carte nationale d'identité. Il faut le dire, c'est Jalin Auto. Certains citoyens sont déjà
à 2 ans de procédure sans succès. Du coup, nombreux sont ceux qui utilisent le passeport pour se déplacer ou alors effectuer des transactions. Que se passe-t-il donc avec la délivrance des CNI au Cameroun? C'est l'enquête du 20h à suivre dans un instant. Et puis, hors de nos frontières, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront encore attendre jusqu'au 1er février prochain pour être fixés sur leur libération ou pas. Acquittés mardi dernier de crimes contre l'humanité, les 2 hommes resteront encore en détention car la chambre d'appel de la CPI a suspendu leur remise en liberté en attendant bien sûr que la Cour se prononce sur l'appel déposé par le procureur. Et toujours hors de nos frontières en RDC, l'Union africaine exige la suspension de la proclamation définitive des résultats prévus ce vendredi. Réunis hier à Addis Abeba, en Éthiopie, l'institution a donc émis des doutes sur la conformité des résultats provisoires du scrutin, donnant Félix Tshisekedi vainqueur. C'est donc tout pour le moment, Serge Alain Auto. Voilà, Nadine Yambou, tout à l'heure, pour développer tous ces titres, ce sera dans le 20h qu'elle va présenter une fois de plus, comme tous les vendredis, pour vous. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, Monsieur, place tout de suite à la pause journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le temps du débrief. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Jonathan Batinguene, Sylvain Chokoga, Cyril Sambaka et l'honorable Marlise Doualabel. Honorable, dites-moi, pour la deuxième fois, après le 31, le discours sur l'état de la nation du 31 décembre, le président menace ceux qu'il appelle les entrepreneurs de la guerre qui n'ont toujours pas déposé les armes. Comment comprendre ce discours, ce ton martial, on va le dire, du président de la République? Je comprends ce ton parce que il y a eu une annonce qui a été faite. Ça veut dire que rien n'a véritablement bougé depuis? Il n'y a pas de dépôt d'armes? J'imagine qu'il reçoit... S'il revient sur ce problème-là, ça veut dire que ça ne bouge pas beaucoup. Je pense qu'il reçoit des comptes rendus ou des rapports qui lui viennent de la commission qui a été mise en place pour... la commission Fayengo. Oui, Fayengo. Oui. Et que, à la lecture ou à l'analyse de ces rapports, il a des informations qui confirment que les sécessionnistes n'ont pas exécuté de manière sensible, tout au moins, l'instruction qui a été donnée. Et peut-être que lui-même prend encore un peu de temps en espérant que ça va se faire, parce que c'est quand même très difficile d'avoir à passer à la vitesse supérieure. Comme il a dit le 31. Comme il l'a dit, parce que ces gens sont quand même ses fils, sont quand même nos frères, nos compatriotes, et que c'est une décision extrêmement grave que d'arriver à l'exécution de cette sanction. Donc, je voudrais croire et prier que nos frères comprennent eux aussi que la décision prise par les dirigeants sécessionnistes n'est peut-être pas la bonne et que les conséquences sont tellement graves et importantes qu'il faut arrêter au plus tôt ce qui se passe là-bas. Ok. Sylvain Chokoga, sur cette deuxième sortie, le président revient sur ce qu'il a dit le 31, mais un peu de pédale douce parce que là on ne parle plus de neutraliser. Donner l'ordre. Oui, mais il demande toujours à ses enfants de déposer, aux entrepreneurs de la guerre, comme il les désigne, de déposer les armes. Oui, c'est Jalin. Vous êtes sans ignorer que nous, au Cameroun, nous avons, depuis plus de 2 ans, y compris à travers des actions menées sur le terrain, appelé à la mise en place d'un véritable cadre de discussion. Pourquoi aujourd'hui on est pratiquement dans l'impasse? Vous posez la question à l'honorable de savoir est-ce que les choses bougent véritablement. Il faut être un autre Camerounais pour dire oui. Mais notons bien sûr que c'est une situation désolante. Parce que quand on est arrivé à un niveau dans un pays,
J'insiste sur la méthode de gouvernance. Il me l'a été rapporté que Marie Doualabel est gestionnaire de formation et officie même là dans ses affaires en dehors de l'Assemblée nationale. Donc, et vous savez très bien que gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est planifier. Nous sommes dans un contexte de guerre où on a des exemples à travers le monde et même l'Afrique. On nous oppose un comité de désarmement sans des préalables sur la discussion politique, sur la discussion sociale, de réinsertion de ces gens, des personnes qui ont décidé de porter ces armes-là. Alors, quelle est l'assurance, la garantie que aujourd'hui l'ordre gouvernant donne à ces gens-là? Il ne revenait pas simplement de mettre en place, ça c'est la charrue avant les bœufs, on devrait procéder à une liquidation des problèmes de la nation pour arriver à la pacification. Mais on est dans un cycle, le 31 un discours, aujourd'hui le 18 janvier un autre discours, et je pense que nous sommes habitués depuis très longtemps à cette gouvernance qui ne procède que à discourir, c'est-à-dire que qui n'invite des Camerounais que dans la métaphore, ça veut dire que on nous conduit de discours en discours. Le 10 février, on en aura un autre, où on reviendra sur les mêmes causes. On oublie, je le disais tout à l'heure, nous avons une spécialité dans notre pays, c'est que chaque fois, au lieu de guérir par la racine, on pense faire la promotion de l'hôpital. C'est pourquoi aujourd'hui on passe tout le temps à faire, qu'est-ce que je veux dire? On fait plus du rafistolage, on est dans ce oui, c'est que les populations ne voient pas un impact direct et visible sur les discours. Okay. On serait pris autrement en mettant en place un cadre de dialogue où on devrait donner des garanties, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes carrément arrivés à une guérilla. Et pour en finir avec cela, il faut mettre... Les garanties doivent être publiques. Les garanties doivent être publiques. Oui. Et même, c'est ce comité qui a à sa tête un ancien administrateur civil principal à la retraite, c'est ça le problème? Non, laissez-moi aller au bout, Serge Alain. Qui aujourd'hui... Permettez-moi de vous relancer. C'est Fayengo le problème? Non, et il est également un autre problème. Parce qu'il faut souligner il est un autre problème. Oui, il faut souligner que dans la logique du désarmement, je suis certain que si on aurait procédé par la mise en place d'un dialogue national, et on avait mis à la tête de ce comité-là un officier supérieur, oui. Je pense qu'ils sont formés pour. Et nous en avons assez. Nous en avons assez au ministère de la Défense qui sont allés au-delà, fait des stages aux Nations Unies sur le processus de désarmement, sur le processus de mettre fin au terrorisme. Sylvain Tchokoga, restons sur le cas Fayengo. C'est l'homme qui fait problème ou bien c'est la qualité parce que vous dites que si on avait mis un officier supérieur, c'est parce que c'est un administrateur civil principal, c'est ça qui dérange? Dans un premier temps, c'est Jalin autour. La vérité, c'est que on a institué une volonté de pérenniser une génération au détriment de la vérité et de la réalité de notre pays. Okay. Par conséquent, on met chaque fois les charrues avant les bœufs. Ok, Siri Sambaka, restons sur cet autre appel du président. Oui, je me dis que le président a déposé les armes. Ça veut dire que rien ne bouge véritablement. Oui, on prie Dieu que ça ne devienne pas un disque rayé. Oui. Le président de la République a probablement choisi son style où il compte résoudre ce problème. Ce n'est pas
mon avis, ce n'est pas l'avis. Mais il a dit le 31 décembre que le dialogue se poursuit. Oui, mais vous savez, moi je reviens toujours pour dire que le problème de dialogue au Cameroun n'est pas nouveau. Vous étiez peut-être très jeune, en 90-91, c'était très grave ici. C'était entre Camerounais. Il y a eu beaucoup de morts, mais personne n'a porté une arme. Il y a eu beaucoup de morts. Vous comprenez? Personne n'a porté une arme et je suis convaincu qu'avec les morts qu'il y avait, s'il y avait un endroit où on allait prendre les armes, je suis sûr qu'il y aurait eu peut-être des volontaires à aller prendre ces armes-là. Donc vous comprenez, quand le problème est entre Camerounais, ce n'est pas la même chose que quand c'est entre Boko Haram. Donc quand je vois un peu le système qu'on utilise, de mettre quelqu'un pour gérer le problème Boko Haram et le problème sud-ouest-nord-ouest, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Parce que c'est pas la même situation. Maintenant, moi, je pense que la meilleure technique aurait été de marginaliser ces assassins. De marginaliser ces sécessionnistes, parce que le Cameroun ne va pas se diviser. Il ne se divisera jamais. Vous comprenez? Comment on dit donc concrètement? Les marginaliser veut tout simplement dire ouvrir un dialogue. Le président de la République a appelé à un dialogue en 91 qu'on a appelé la réunion tripartite. Et vous savez que ça a apaisé tout. Les villes mortes sont terminées, la vie a repris son cours parce que les Camerounais se sont parlé et ils ont eu un consensus. Non, il n'est pas question de marginaliser un coin. Non, c'est Sambaka, vous revenez. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Les gens ont pris des armes? Ce n'est même pas ça. Est-ce qu'ils ont demandé de diviser le Cameroun en deux? Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est très embêtant. Oui. Parce que ça ne peut pas être la même chose pris A par A jusqu'à Z. Oui. C'est une crise. Le rapport de force n'est pas le même. Non, écoutez. Est-ce que, oui ou non, ça a commencé par une crise sociale? Oui. Bon, si ça a commencé par une crise sociale, il fallait une réponse. Cette réponse, c'était la décentralisation. Oui. Cette décentralisation a été voulue en 1991. Justement. En 1996, la Constitution l'a consacrée. En 2004, il y a eu des textes, et puis ça fait 26 ans. Donc, quand il y a eu ces revendications, moi, je suis pour une identité camerounaise qui tient compte, n'est-ce pas, des valeurs que l'on trouve à gauche et à droite. Les valeurs qu'on trouve dans le littoral, il y a d'autres valeurs qu'on trouve à l'ouest, qu'on trouve au sud. On ne doit pas jeter ça à la poubelle. Donc, le fait que nous ayons une culture anglophone, c'est un plus. Nous devons donc en tenir compte. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là où je voudrais que vous compreniez que c'est dans le dialogue qu'on résout les problèmes, c'est que si la réunion tripartite a pu marcher, c'est parce que ceux des anglophones qui revendiquaient la fédération ont compris que non, c'est le partage qui était le meilleur. C'est d'où vient donc la régionalisation. C'est-à-dire que la gestion locale, dans toutes les 10 régions du Cameroun, ce n'est plus qu'on divise le Cameroun en deux, il y a le fédéralisme anglophone et le fédéralisme francophone. C'est dans le dialogue qu'on trouve le consensus. Quand vous me dites que c'est pas la même chose, les autres n'ont pas revendiqué cela, mais moi je dis qu'il manque de bonne foi, parce que la bonne foi veut qu'on sache que c'est des revendications sociales qui ont dégénéré, et que des bandits en ont profité pour mettre le feu aux poudres. Il faut donc marginaliser cela. Pour les marginaliser, il faut les distinguer des anglophones qui veulent la fédération, la régionalisation et autres. Okay. D'où la nécessité que la All Anglophone Conference se mette en route pour que vous voyez que tous ces anglophones sont partis de là-bas pour venir à Douala, à Yaoundé et tout. Ils ne veulent pas la division du Cameroun. Donc c'est une minorité qu'on encense et qui mettent le feu aux poudres devait être marginalisée par les propres anglophones. Vous comprenez? Okay. C'est comme ça qu'une technique se met en place pour qu'on puisse résoudre un problème. Maintenant, tous les Camerounais se mettent autour d'une table pour dire que nous sommes des frères, nous avons choisi la gestion locale, mettons en place cela, ne trichons pas, faisons-le honnêtement. Okay. C'est comme ça que le pays retrouve la paix. Okay. Pour l'UDC. Mais maintenant, si le président de la République a un autre agenda et qu'il a d'autres méthodes, nous ne pouvons qu'observer. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Ok, Jonathan, vous permettez, l'honorable Marlise Dolabel a demandé la parole. Allez-y. Vous avez demandé la parole lorsque... Non, Jonathan peut la prendre parce que ça fait un tour. Oui. Où il a parce que vous avez constaté aussi que le RDPCM prend la parole en dernier lieu.
Moi, je l'ai constaté dans tous les plateaux. Oui, allez-y, Jonathan. Sur ce, le président qui, une fois de plus, demande la résurgence, aux jeunes de déposer les armes. Oui, la résurgence du propos du président et surtout la rhétorique qu'il a, oui, il faut la contextualiser. Je suis partant toujours pour une analyse qui est un référentiel. Oui. Je dis pour évaluer une proposition, il faut avoir un référentiel à partir duquel on peut calibrer les éléments de l'évaluation. Alors, il insiste sur le fait de dépôt des armes. Oui. Et il est où? Le lieu, c'est devant les généraux d'armée. Donc, il est devant les officiers. Il est au quartier général. Effectivement, il est en train d'utiliser la rhétorique qu'il faut dans ce milieu-là. Avant que Cabral fût président, je lui aurais conseillé de le faire. D'aller devant les généraux, proposer un ton martial, parce que là-bas, on s'exprime de cette manière. Maintenant, je veux revenir sur un fait. J'ai toujours eu une certaine position. Il faut le dialogue. Cependant, quel dialogue? Le Cameroun n'est pas isolé, comme on aime souvent le dire. Nous sommes un pays entièrement intégré dans le monde. Alors, ce monde nous apprend dans l'histoire. La LRA existait en Irlande du Nord. Oui. Mais la LRA, quand il fallait dialoguer avec l'armée britannique, avec le gouvernement britannique, il a fallu que il lui fallu que des leaders se dégageassent pour aller se présenter comme étant volontaires d'engager le dialogue. Dans le cas de la crise anglophone, ou bien dans la crise du Nord-Ouest, Sud-Ouest, est-ce qu'on a vu des leaders prendre le courage et dire « Nous sommes les leaders républicains qui voulons dialoguer avec l'État ». Dans cette perspective, il n'y en a pas encore. On a vu la conférence générale anglophone, oui, qui est en train de se mettre en place, mais dès qu'il y a eu les premières menaces, beaucoup ont rechigné. Ce manque menaces de la part de qui? Des sécessionnistes. Ils ont rechigné. Ce manque de courage de prendre position de la part des leaders anglophones ou bien des leaders du Nord-Ouest, Sud-Ouest donne un certain courage à ceux-là de continuer. D'où maintenant, il y a un comportement de la part de l'État du Cameroun, parce qu'il faut être républicain. Nous sommes les héritiers de ce Cameroun. Si nous aspirons à gouverner ce pays, parce que l'opposition a bien sûr ce potentiel, ce n'est pas un Cameroun qui n'aura plus la crise du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Nous prendrons ce pays et il y aura cette crise, il faudra réfléchir dessus. Nous ne pouvons pas dialoguer avec des gens qui sont dans la brousse, nous ne pouvons dialoguer qu'avec des gens qui sont volontaires. Le cas de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu crise en Côte d'Ivoire, j'étais encore très jeune, en 2001, quand ça commence. Oui. Le jeune Ibrahima Bakayoko, oui, il se présente comme étant le IB, oui, comme le général des forces nouvelles. Et on dit on veut un porte-parole. Le jeune Guillaume Soro dit, moi je suis le porte-parole des forces nouvelles. De l'aile politique. Effectivement, c'était l'aile politique. Il faut effectivement qu'on voie se dégager, oui, parmi ces personnes, une aile politique qui prend les devants, oui, qui porte les problèmes et qui vient discuter. En ce moment, on pourra dire que le gouvernement... Jonathan oublie certainement. Non, je ne veux pas. Allez-y, je prends ces exemples. Bombala s'est positionné comme fédéraliste. C'est pas la même chose. Bombala n'est pas sécessionniste. Il n'est pas sécessionniste. Il faut que parmi les sécessionnistes, une aile politique se dégage et que cette aile politique se propose au dialogue. Cette aile politique ne doit pas vivre aux États-Unis et dire c'est depuis les États-Unis que nous allons dialoguer. Non. Ils doivent avoir le courage de dire trouvons un terrain d'entente avec l'État du Cameroun et allons discuter sur ce terrain-là avec des propositions que nous mettons sur la table. En ce moment, on peut dire que l'État du Cameroun refuse le dialogue. Mais tant qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face, on discute avec qui? Les jeunes qui sont dans la brousse, qui ont les armes, qui sont enrôlés depuis Facebook ou bien depuis les prêches radicalistes qu'on lit par-ci et par-là. Non, on ne peut pas dialoguer dans de telles conditions. Il faut créer les conditions de dialogue de part et d'autre. Le président de la République a pris un ensemble de décisions. Pour ma part, je reste peut-être dans la fin de voir le CNDDR agir effectivement, parce que pour l'instant c'est comme une commission folklorique qu'on a créée, c'est un peu comme la commission du bilinguisme, on ne les voit pas agir,
On sait que ça existe, les gens sont rémunérés, on leur achète des grosses carrosses, mais on se demande à quoi tout ça sert. Donc, on veut les voir agir. Cependant, de l'autre côté, il faut aussi des actes. Il ne faut pas qu'on dise tout le temps l'État, l'État, l'État. Il y a aussi une partie citoyenne qu'on doit mettre sur la table. Honorable Marley Donabel, est-ce que la mise en place des régions peut désamorcer comme ça la crise dans les régions? Ça peut être un début. Ça peut être un début. Vous savez, ce qui rend intéressant nos débats sur les plateaux, c'est les différentes perceptions que nous avons. Bien sûr. Et vous savez que les perceptions ne sont pas neutres. Oui. Je veux dire que Sylvain, dans ce qu'il défend, il défend certainement une ligne éditoriale. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on mette au même niveau des personnes qui ont décidé de diviser le Cameroun en deux et la République du Cameroun. Ce n'est pas normal. Qu'il y ait eu des revendications à la base, que des Camerounais se soient sentis mal à un moment donné, on peut comprendre. Mais prendre des armes contre ses frères, parce qu'ils tuent qui là-bas? C'est pas les Nigériens qu'ils tuent là-bas, c'est pas des Tchadiens. Ils tuent des Camerounais, leurs frères. Donc moi je pense que ça a été excessif par rapport même au sérieux de la revendication. C'est important qu'ils, s'ils ont une dette, s'ils ont pris une dette, qu'ils nous disent que vraiment on a pris l'avance chez des gens, si on peut s'organiser pour rembourser ces gens-là. Parce que ce n'est pas normal qu'ils continuent à s'entêter et à dire qu'ils ne sont même pas Camerounais. Alors quand les gens déclarent qu'ils ne sont pas Camerounais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ayouk, moi je ne l'ai jamais entendu dire qu'il veut négocier. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il veut négocier. Il est focus sur sa solution. Puis Puigdemont, il a quitté l'Espagne. Parce que Puigdemont, on lui a dit, si tu ne te sens pas espagnol, tu te sens barcelonais, vas-y. Tu n'es plus espagnol, donc quitte le territoire espagnol. Mettons-nous tous ensemble. Ce n'est pas parce que nous avons des divergences sur nos façons de voir l'émergence du Cameroun que nous devons soutenir des choses insoutenables. Mettons-nous ensemble pour leur dire arrêtez. Parce que si on continue à leur trouver des excuses, oui mais qu'est-ce que vous voulez, oui on n'a pas pu faire ceci, oui on n'a pas pu faire ça, ils finissent par renforcer leur sentiment qu'ils ont raison de camper sur cette position. Mais que ce soit les fédéralistes, que ce soit nous, les gens, comme ils nous appellent les gens de la République du Cameroun, tous mettons-nous ensemble pour leur dire basta, ça suffit, mais nous voulons que vous restiez nos frères et nous allons trouver des moyens pour qu'il y ait un consensus qui permette à chacun de vivre bien dans ce pays. Et la décentralisation est l'une des réponses, et une grande réponse. Donc franchement, Sylvain, ne leur trouvons pas d'excuses, ils n'en ont pas. Ils n'ont aucune excuse de demander que le Cameroun soit coupé en deux. On ne les a jamais donné d'excuses, honorable. Oui, mais alors il est simplement question de faire la précision ici que le niveau de déshumanisation dans ces deux régions... Quel niveau de... Et qui a créé ça? Attendez, c'est vrai, vous êtes maire. Oui, bien sûr. Vous êtes maire. Oui. Et à chaque fois, je pense que votre instinct maternel vous interpelle à dire à vos enfants, c'est vrai. Oui. Je suis allé un peu plus loin. C'est vrai que vous avez fait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Je vous ai fouetté ou vous avez décidé d'entrer en guerre avec moi. Mais après, vous appelez vos enfants à la discussion. Mais bien sûr, ils courent pour venir. Ils courent pour venir, mais Ayouk ne court pas. Un peu pour dire que Ayouk nargue le gouvernement. Le problème aujourd'hui ne se limite plus à Ayouk. Le problème aujourd'hui, c'est que même en France, le pays, la France et les États-Unis, qui sont des références démocratiques, n'accepteraient jamais une sécession. C'est impossible. Disons ça à nos frères, c'est tout. Il n'y a pas de discours à tenir. Vous dites que le député Wirba... Oui, j'ai lu. Bon, ça c'est dans les réseaux sociaux. Il y a à boire et à manger là-dedans. Chacun essaye de trouver sa vérité. Mais j'ai vu que le député Wirba a commis un texte où il condamnait l'action militaire, qu'il voulait que les sécessionnistes arrêtent la guerre. Elle ne va nous amener nulle part. Ni eux, ni le Cameroun tout entier. Et c'est important qu'ils observent
et qu'il donne au président de la République sa place de père. Or, ce n'est pas le cas. Ils le narguent, ils le font des ultimatums. Oui, ils n'arrêteront pas si... Non, qu'ils arrêtent. Ça nous fait du mal à nous tous. Et nous ne pouvons pas aller vers l'émergence avec un caillou aussi important dans notre chaussure. Ok, vous terminez, moi, Sambaka. On arrive au terme de l'émission. D'accord, merci que ce soit moi qui termine cette émission, parce que c'est dans certains plateaux, c'est le RDPC qui termine toujours. Alors, moi, ce que je voudrais dire... C'est ta tenue d'imam qui te donne cette Ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, le problème de sécession ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui date depuis les indépendances. Oui. Et ça a été toujours un problème marginal. Les sécessionnistes pouvaient se compter au bout des doigts. C'est suite à la crise sociale que nous avons eue ici qu'ils ont commencé à gonfler leurs rangs. Donc, la question fondamentale au niveau du sud-ouest et du nord-ouest, est-ce que vous, population du sud-ouest et du nord-ouest, vous voulez la sécession? La réponse sera massivement non. Donc vous voulez qu'on organise un référendum? Je dis, nous connaissons la réponse. Oui. Parce que si ce n'était pas le cas, ils allaient se réfugier tous au Nigeria et puis essayer de faire cette guérilla pour occuper un territoire. Mais ils sont tous les jours ici avec nous. Donc la question c'est quoi? Est-ce que la façon dont nous voulons résoudre cette crise, nous ne faisons pas la promotion de ces sécessionnistes? Parce qu'ils sont partis d'un nombre infime, ils ont commencé à récupérer. C'est la raison pour laquelle il n'est pas question pour résoudre... D'ailleurs, il y a eu des résolutions de crises en Afrique du Sud, partout ailleurs. Quand moi, je vois comment ça a été fait, je me dis que, d'une seule voix, les Camerounais du sud-ouest, du nord-ouest, du littoral, du nord, de l'extrême nord, doivent dire « nous voulons un Cameroun uni ». Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont pris les armes pour dire qu'ils sont des sécessionnistes vont être non seulement marginalisés, mais ils seront très peu nombreux. Ils font du grabuge avec leurs armes parce que les populations n'en ont pas. Voyez-vous, parce que les populations n'en ont pas, ils peuvent se disséminer. Je vous jure que si ces gens étaient comme Boko Haram, on les aurait déjà exterminés depuis longtemps. Parce que nous serions là devant une vraie guerre. Mais là, il est question de ramener en même temps des Camerounais qui ont tenté de s'égarer en disant qu'ils veulent la division du Cameroun, revenir au meilleur sentiment. Mais on ne peut pas revenir au meilleur sentiment quand on n'a pas une offre politique qui vous garantisse qu'on va tenir compte de cela. Parce que n'oubliez pas que dans les 295 qu'on a, je crois 295 qu'on a relâchés, 89. Oui, c'est ceux qu'on a relâché des gens qui n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'on avait arrêté même des gens qui n'ont rien fait. Quand on s'est aperçu qu'ils n'ont rien fait, c'est eux qu'on a relâchés. C'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous? Oui. Donc, ils ont peur. Ils sont effrayés. Il faut les rassurer. Il faut les rassurer et il faut leur dire, si vous êtes Camerounais, alors nous sommes ensemble. Si vous êtes sécessionniste, vous n'avez pas droit au chapitre ici, parce que ici c'est le Cameroun. Vous voyez? Et donc mettre en place la All Anglophone Conference qui va permettre de canaliser cela, parce que le but est là. Le seul problème que nous avons avec le RDPC, c'est que le RDPC ne veut pas entendre parler du fédéralisme des régions. Donc si... Comment ça pas des régions? Le président vient de dire que les régions vont être mises en place. Oui, mais c'est une déconcentration régionale. Parce que moi, quand je regarde à l'intérieur, on a encore beaucoup à discuter dedans. Merci Cyril Sambaka, merci honorable Marlise Doualabel, merci Sylvain Tchokoga, merci à vous également Jonathan Batengene. Madame, Monsieur, rediffusion Equinox Soir, il sera 23h GMT, ce sera la même heure au quartier du Plateau à Abidjan, minuit à Garoua, justement, il y a aussi le quartier du Plateau à Garoua. Je suis sûr.